Madame, Monsieur, bienvenue dans ce numéro de grande interview de Nimba Web TV. Nous avons pour invité ce soir Monsieur Dr Ousmane Doré. Dr Ousmane Doré, il n'est plus à présenter. C'est un homme des finances, ministre de l'économie des finances au moment des dernières années du président Lansana Conté dans le gouvernement Lansana Kouyaté. Et puis aujourd'hui, homme politique, il est le président du Mouvement national pour le développement. Avec lui, nous allons égrener les grands moments de sa campagne, mais aussi son rêve pour le pays. Et avec moi, dans cette émission, nous avons Mahmoud Bari. Bonjour, M. Bari. Docteur Doré, qu'est-ce qui a motivé votre candidature à la dernière élection présidentielle en Guinée? Eh bien, merci pour la question. Cette question est liée à ma rentrée en politique en Guinée, qui a été motivée par mon désir d'apporter, en ce qui me concerne, une contribution aussi à l'œuvre de développement économique du pays, sur la base des expériences que j'ai acquises à travers une carrière longue dans les institutions financières internationales. Et je dirais que le constat qui est amer d'ailleurs pour moi en tant qu'agent de développement et économiste, c'était de voir que le retard que ce pays a accusé depuis son accession à l'indépendance, en dépit de tout le potentiel que nous avons, et ceci avec les indicateurs de développement humain qui restent à désirer, une pauvreté galopante, et même la fragilisation du tissu social dans un contexte où la pauvreté prend de l'ampleur. Alors il était important pour moi de venir aussi m'engager politiquement. Alors la question pouvait se poser, pourquoi peut-être ne pas rejoindre d'autres acteurs. J'ai compris qu'il y a eu un échec de la classe politique dans ce pays, qui n'arrive même pas à se réunir, à faire un dialogue constructif pour des sorties de crise. Et donc, il était hors de question pour moi de rejoindre ceux-là. Il fallait avoir sa vision. Et cette vision est celle que j'ai exprimée dans ce livre que j'ai publié depuis le mois de juillet passé, La Guinée à cœur, où j'ai exprimé une vision très, très robuste d'une Guinée prospère, reposant sur une économie forte, résiliente, qui crée des emplois, une prospérité partagée, mais aussi une Guinée qui est solidaire dans sa diversité. Est-ce que c'est parce qu'on vous reconnaît avoir participé au gouvernement de Lansana Kouyaté un moment, mais est-ce que c'est parce que le rêve que vous avez pour ce pays, pendant que vous gouverniez ce pays avec Lansana Kouyaté, ce rêve n'a pas été atteint, alors vous voulez raviver ce rêve pour en donner plus que vous savez? Tout à fait. Je crois que ce rêve guinéen, et qui est d'ailleurs à portée de main, je l'ai dit, ça participe au fait que le problème de la Guinée, que l'on a souvent cru avoir résolu par des solutions conjoncturelles, n'ont pas porté fruit. C'est-à-dire qu'on a pensé, avec les crises à répétition, qu'il faille faire appel à des compétences, à des experts, pour peut-être rétablir les équilibres macro, ce qui a été le cas d'ailleurs en 2007-2008. Mais en réalité, les problèmes guinéens sont des problèmes beaucoup plus profonds. C'est lié en partie au fait qu'on n'a jamais opéré un ajustement mental et culturel dans ce pays par rapport à notre devenir commun. Et c'est pourquoi toujours c'est des crises à répétition, c'est toujours des opportunités ratées pour la Guinée, et on sort d'une crise et après une autre reprend. Oui, le rêve guinéen il est toujours là, il est à portée de main, mais faut-il encore qu'à travers le leadership qu'on peut mettre dans ce pays, qui peut rassembler les Guinéens autour de programmes ambitieux et crédibles pour faire avancer la nation vers un développement harmonieux. Vous parlez de leadership du Guinéen. Vous, en tant que docteur Ousmane Doré, qu'est-ce que vous pouvez faire pour sortir ce pays de l'ornier? Comme vous parlez d'échec de la classe politique, oui. Est-ce que c'est quoi cet échec et comment comptez-vous
résoudre cette situation? Bien sûr, l'échec, il est visible, il est clairvoyant. C'est le niveau de pauvreté, c'est, je veux dire, les conditions du pays, hein, les conditions des populations qui aujourd'hui encore tirent le diable par la queue, et les indices de développement humain que les Nations Unies d'ailleurs mettent en exergue pour tous les pays de la planète montrent clairement que nous sommes encore pratiquement à la queue de ça. Donc, c'est ça. Et je veux dire devant cela, puisqu'on peut attribuer, ce n'est pas ici le lieu de distribuer les blâmes, qui est responsable, qui n'est pas responsable. Moi, dans l'ensemble, je dis que la classe politique guinéenne, dans sa soif de vouloir peut-être être là pour assurer une gouvernance qui reste à désirer d'ailleurs, a contribué à approfondir les problèmes. Les problèmes que je peux vous citer, comme la corruption, les questions d'impunité, les questions de repli identitaire, tout cela est venu encore aggraver les conditions de vivre ensemble qui sont absolument nécessaires pour un pays afin d'avancer. Alors maintenant, comment je lis ça, la question du leadership? Quand je parle du leadership, je veux dire, c'est la capacité de vouloir mobiliser les masses, les populations autour d'un programme. Vous savez, dans l'histoire, les gens ont pensé que le leadership s'identifie à l'identification de quelqu'un qui est né avec des qualités, des normes surdouées, voilà, et qui peut changer les conditions de ses concitoyens. Non, ce n'est pas ça le leadership. Le leadership, d'abord, ce n'est pas au leader de régler toutes les questions sociétales. Le leader, en tout cas le leadership que moi je crois pouvoir apporter, puisque vous avez lié ça à ma personne, en quoi je veux changer ici le pays, c'est de dire en quoi on peut faire ressortir en chaque Guinéen le héros césarien qui sommeille en nous. Chacun de nous a une capacité de dépassement. Le Guinéen a bien entendu ses vertus, ce qu'on appelle ses singularités. On a montré à l'Afrique, quand on a voulu s'unir en 1958, que nous sommes un peuple responsable. On a eu l'admiration du monde entier. Le leadership veille à savoir que ces hommes et ces femmes-là sont les seuls capables de positionner ce pays vers le chemin de l'émergence. Ça ne demande pas qu'il y ait un homme fort, qu'il y ait quelqu'un qui, je ne sais pas, viendrait du ciel pour aider les Guinéens à trouver les solutions là. C'est de proposer un programme, c'est d'unifier la nation, c'est rassembler les Guinéens. Et autour de quoi? Autour d'un projet de société qui soit crédible, qui peut les amener à vraiment se remettre en cause et à travers l'amour du travail, l'amour du prochain, l'éthique même du travail, le don de soi à la patrie. Toutes ces questions-là, le leadership impulse ça à travers soit, je veux dire, les actes symboliques qui sont posés pour une nation, par exemple, divisée comme la nôtre. Il y a des actes que seul le leader peut poser et qui peut aller très loin en voulant réconcilier les Guinéens, en les mettant ensemble. Il y a la lutte contre la corruption dont on parle. C'est des actes symboles que le leader peut simplement poser, hein, qui pourraient changer toute une culture. Et voilà en quoi je fais référence à ces questions de leadership. L'exemple que je donne souvent, même dans un contexte africain, c'est le Rwanda, où il aura fallu un leadership. Ce n'est pas, on peut beau dire qu'il est dictatorial ou il est ceci, ce n'est pas ça. C'est sa capacité de prendre, réunir le peuple rwandais qui a connu une tragédie impensable, et de les amener au-delà de cela et de construire une société, de la rebâtir et avoir l'admiration du monde entier. C'est cela le leadership. Voilà, on peut citer l'exemple de Mandela aussi, qui ne s'est pas laissé tomber dans une sorte de vengeance, de chasse aux sorcières
par rapport à ces geôliers ou ces Blancs qui ont pris 27 années de son existence, il a su aller au-delà de ça et faire de l'Afrique du Sud une nation qui a... Absolument. Absolument. Cette ambition-là qui vous a mené au présidentiel, vous avez égrené un programme de gouvernance et les Guinéens ont, peut-être certains sont allés avec vous, mais d'aucuns ont choisi majoritairement le professeur Alpha Condé. Aujourd'hui, est-ce que votre rêve s'arrête parce que vous n'avez pas été élu? Est-ce qu'il y a d'autres perspectives? Bon, ce rêve ne saurait jamais s'arrêter. D'ailleurs, c'est une flamme que nous avons allumée, le MND, et que nous pensons ne devra jamais s'éteindre en Guinée, parce que c'était une flamme d'espoir, de savoir que voilà, des citoyens peuvent sacrifier carrière. Et ce n'était pas à propos de nous en tant qu'individu. Ma personne, je ne suis qu'un Guinéen. Mais j'ai pu quand même dire que voilà, l'expérience aussi bonne soit-elle, l'expérience aussi riche soit-elle, n'a aucun sens pour moi que si elle n'est pas mise au profit de ma nation. Et donc, la mise en place d'un programme qui est crédible et qui est finançable, puisque j'avais identifié toutes ces formes de financement qui pourraient nous permettre, pas seulement de dire aux Guinéens, on va faire tel kilomètre de route ou telle autoroute, ou bien bâtir un système de santé universel. Ce n'était pas juste des mots vains, c'était dans le cadre d'un programme économique bien élaboré et dont les financements étaient chiffrés. Ceci dit, la politique, elle n'est pas que dans les conditions de nos pays ou ailleurs dans les démocraties avancées. Il y a d'autres facteurs qui interviennent, qui peuvent faire que vous pouvez avoir le meilleur programme et qui ne soit pas bien compris, soit mal compris, soit parce que le moment n'est pas propice, parce qu'il y a d'autres pesanteurs qui rentrent en jeu. Et donc nous comprenons que peut-être ce n'était pas le moment, ou alors le moment n'est pas venu. Mais ce n'était pas une sanction contre notre programme que nous avons d'ailleurs, pour lequel nous avons eu beaucoup de félicitations. Nous allons l'amender, nous allons toujours bâtir sur les expériences guinéennes parce qu'il y a encore des actions en cours par ce gouvernement ou comme ce gouvernement qui va venir, puisque la problématique de l'énergie, par exemple, qui est un volet clé dans notre programme, avec les barrages de Congouré qui sont déjà en chose, ça nous permet de réajuster notre programme de société en matière énergétique pour dire, bon, peut-être il faut tendre vers les énergies renouvelables maintenant. C'est-à-dire que donc nous allons vouloir faire beaucoup plus de focus sur l'investissement dans les énergies solaires, éoliennes et autres qui peuvent être des sources complémentaires. Une façon d'accompagner indépendamment bien sûr, pour dire que nous n'étant pas au gouvernement. Nous n'allons pas forcément, c'est-à-dire il ne faut jamais rejeter, c'est le problème africain ou guinéen, le bébé et l'eau, voilà, c'est-à-dire que lorsque nous allons continuer à amender notre programme, nous prendrons en compte ce qui a été fait de positif et ce qui est en voie d'être fait. Et je peux vous dire, nous sommes très flexibles là-dessus, donc comme je l'ai dit, la flamme qui a été allumée, elle ne pourra jamais s'éteindre. Nous allons continuer dans les débats politiques et économiques aussi à apporter des idées fraîches qui peuvent aider ceux qui sont à la manette de voir que notre pays peut avancer beaucoup mieux. Alors voilà donc... Qu'est-ce qui a motivé votre reconnaissance dès le lendemain de la proclamation des résultats vous avez été l'un des tout premiers à féliciter le professeur Alpha. Bien sûr qu'il y a aussi l'esprit républicain et démocrate. Moi, je suis venu me lancer dans cette course, j'entrais d'abord en politique, en étant conscient du fait que il y avait beaucoup d'anomalies dans l'exercice de la vie politique dans ce pays. Les manifestations à outrance, qui d'ailleurs, les manifestations, c'est consacré dans la Constitution, donc c'est quand même républicain, mais il y a que
Et très souvent, ça se résumait à des questions d'ambition de leaders politiques. Et voilà, le peuple en prenait le coup. Donc nous nous sommes dit, il est vrai que les manifestations, il faut les éviter, mais encore qu'il faut un cadre qui soit cohérent. Il faut la justice dans ce pays. Il faut que les règles de jeu, surtout dans un processus électoral, que ça soit respecté par tous les acteurs et que ça soit transparent. Donc, en nous engageant, nous avons pris en compte tout ça. On a dit, bon, si ce n'est pas transparent, si les institutions ne font pas leur rôle dans le déroulement, peut-être que nous avons le choix aussi de ne pas participer, comme d'autres acteurs politiques. Mais nous nous sommes dit, on fait confiance. Et les institutions, elles sont imparfaites. Elles ne sont jamais parfaites dans beaucoup de pays d'ailleurs, mais on peut faire avec, parce qu'il faut les parfaire. Si j'étais élu, j'allais réformer la CENI. J'avais prévu dans mon programme de société de réformer les institutions pour les rendre plus indépendantes et éviter l'omniprésence de ce pouvoir exécutif sur ces institutions. Donc, je suis parti avec tout ça, en connaissant tout ça. Et je me suis dit, j'allais prendre des dispositions, mon parti et moi, pour nous assurer que nous ne sommes pas trichés, que l'on ne puisse pas nous voler, ou je veux dire, les urnes, les suffrages des populations, et la fraude. Donc, lorsque la CENI, après ces élections, a proclamé les résultats, nous n'avons pas très bien compris d'ailleurs en quoi on pouvait se retrouver avec un pourcentage aussi bas, alors que dans certaines circonscriptions, on était clairement dans un certain niveau. On avait plus de voix que toute la préfecture. Bon, mais on s'est dit, on va se soumettre à l'arbitrage des institutions. Et lorsque la Cour suprême, qui est l'institution la plus autorité, a validé ou a confirmé les résultats, nous nous sommes dit, vraiment, il faut, en dépit de tout ce que l'on peut dire, il faut accepter. Parce que voilà, nous avons besoin d'un pays stable. Nous avons besoin d'un pays où il y a la paix, il y a la tranquillité. C'est dans ça seulement que nous, le MND, on va continuer à évoluer. On ne peut pas aussi prétendre vouloir diriger un pays qui est en situation d'instabilité. Donc, il me semble que c'était une décision de foi. Nous y croyons que notre pays n'a pas besoin de ça. Les contestations se font au niveau des institutions, ce qui a été fait d'ailleurs. Mais une fois que c'est tranché à ce niveau, peut-être qu'il faut tourner la page. Mais qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent que vous avez été financé par le pouvoir en place? Oui, les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent dire. Je pense que j'ai commencé à comprendre le contexte du pays, puisque la chose qui m'a le plus choqué dans mon engagement politique ici, et que je note, c'est ma grande surprise d'ailleurs, c'est la bipolarisation de la vie politique en Guinée. C'est-à-dire qu'ici, c'est le black and white. C'est-à-dire où tu es dans le noir, où tu es dans le blanc. Lorsque je suis venu, ma première interview ici était avec l'Espace, l'évasion du moins, et on me demande, vous êtes de quel bord? Je dis, je ne suis ni de la mouvance ni de l'opposition. Et je pense que les gens n'ont jamais compris. Et il y a eu toute une classification, il faut qu'on te catégorise. Donc, le simple fait de dire qu'en bon démocrate, vous avez bien caractérisé ça, vous dites en démocrate, vous avez accepté, ça n'a été que par principe. Si j'étais élu, c'était moi qui avais réussi le coup d'être élu, bien entendu, le souhait que j'aurais eu est que tous ceux qui auraient participé puissent quand même agir de façon démocrate et républicaine et reconnaître. Voilà, donc ça participe à ça, ça n'a rien à voir avec la question d'être ici ou d'être là. Et ça a été cela sur toute la ligne durant ma campagne. Dans beaucoup de circonscriptions, on me pose la question, est-ce que vous roulez pour Paul ou bien vous roulez pour Pierre? Donc la vie politique s'est résumée à ça et c'est pourquoi il était très difficile d'avancer parce que les populations ont été instrumentalisées à être d'un côté ou de l'autre. Et nous sommes venus pour proposer une troisième voie. Nous nous disons, il n'est pas, pour un pays comme le nôtre,
on ne peut pas tomber dans ces travers-là. Parce que ça se résumera à une bataille ethnique, une bataille régionale qui serait préjudiciable pour ce pays. Un pays qui a été bâti sur une nation. Et voilà, vous avez donc en ce moment deux groupes ethniques qui se livrent les batailles et qui ferait que toute la vie politique se résume à l'un ou l'autre groupe accédant au pouvoir. Donc voilà, pour vous dire très clair, j'avais dit, je félicite l'heureux gagnant. Eh bien, écoutez, si c'était M. Cellou Diallo ou c'était Madame Camara ou M. Silla ou quelqu'un d'autre qui aurait gagné, ça aurait été la même position. Donc, je pense qu'il faut que dans ce pays, l'on puisse changer aussi la façon de voir les choses. Ce n'est pas tout le monde qui rentre dans la vie politique pour faire des jeux. Nous étions venus très conscients. Il n'y a eu que 3 mois de préparation de MND pour nous lancer dans cette course. Et nous nous sommes dit, s'il était question d'être rangé d'un côté ou de l'autre, c'est ce qu'il fallait faire pour ne même pas que je gaspille mes ressources, mon temps et mon énergie sur ces routes que nous connaissons. J'ai fait une campagne responsable et très, très diverse dans le pays profond. C'est parce que je voulais ce suffrage, je voulais aussi proposer au peuple de Guinée une voie alternative qui nous aurait conduit à une alternance, mais une alternance apaisée. Démocratiquement, vous avez accepté les résultats. Vous avez été l'un des premiers, comme l'a dit Mamadou Barry, à féliciter le président élu. Aujourd'hui, on va vers l'investiture du président élu et vous, votre slogan, c'est bien Union, Justice, Développement, agir pour demain. Dans ce contexte guinéen, comment comptez-vous que les nouvelles autorités en perspective agissent au bénéfice de la population guinéenne? Bon, vous savez, la balle restera toujours dans le camp du vainqueur. Nous qui avons accepté de dire que nous sommes perdants, bien qu'on peut interpréter si c'est un échec, moi je dis que ce n'est pas un échec, il faut que la Guinée gagne dans tout ça. Donc il est clair que nous avons des anticipations ou des attentes par rapport à cette nouvelle administration qui va arriver. C'est d'abord, comme vous l'avez dit, cette moralisation de la vie public. Aujourd'hui, il y a clairement un constat que l'administration guinéenne n'est pas une administration de développement. Une administration qui est caractérisée par une corruption qui bat son plein, la course à l'enrichissement illicite, donc qui a fait perdre au pouvoir public toute la crédibilité qu'il faille. Et qui d'ailleurs vient plomber l'élan du développement. Dans un pays où la corruption est devenue un mode de gouvernance, vous comprendrez que c'est le développement qui prend un coup. Or, nous sommes un parti pour le développement, un mouvement national pour le développement. Nous avons intérêt ou tout à pousser ce volet de lutte contre la corruption et l'impunité. Et ça va de pair. Il ne s'agit pas simplement de dénoncer ces pratiques ou dire voilà, il y a ça, mais qu'est-ce qu'il faut pour arrêter ces fléaux qui continuent de sévir et de toucher même vraiment la vie nationale. Bon, donc il y a ça, où nos attentes vont dans ce sens. C'est dans ce sens, d'ailleurs, lorsqu'on a appris que le chef de l'État veut mener une guerre, une lutte farouche contre ce fléau, nous nous sommes réjouis de cela. Alors, l'autre élément qui est attendu, en tout cas de notre côté, dans le cadre même d'un dialogue ou tout ce qui peut advenir, c'est ce rassemblement du peuple guinéen. Nous sommes un peuple divisé, nous sommes une nation fracturée, nous sommes une nation aujourd'hui qui a besoin de réfléchir sur les conditions de vivre ensemble, comment consolider l'unité nationale. Et je crois que là-dessus, il est attendu, ce régime qui va arriver ou cette administration est attendue sur ce volet, parce que sans cette unité-là des Guinéens, vous comprendrez avec moi que tout effort de développement ou de sortie de crise sera compromis. Donc,
Pour nous, il faut faire ça. Il faut se mettre au-dessus des considérations politiques et voir juste les questions de développement. Comment est-ce qu'on peut remettre les Guinéens au travail? Ça ne peut pas aller avec une chasse aux sorcières. Je note bien la volonté d'aller contre les pratiques malfaisantes, les pratiques comme ce qu'on vient de dénoncer de corruption, mais il faut le faire dans le cadre des institutions. Ça ne peut pas apparaître comme étant des actions politiques. Et pour moi, on peut mettre ensemble des institutions très indépendantes, vérificateurs indépendants qui peuvent aller derrière tous ceux qui sont ici comme personnes, voilà, et faire en sorte que la culture là ne puisse plus s'installer. Mais en même temps, on tend la main à tous les Guinéens de tous les bords pour dire que ce pays aujourd'hui est à la croisée des chemins. Nous devons choisir si on veut continuer vers l'abîme et que la pauvreté, l'écart dans les inégalités s'accroissent entre les Guinéens, ou alors on veut être une nation forte qui peut vraiment construire. Je crois qu'il y a beaucoup d'exemples que je n'ai pas besoin de vous citer. Je suis un expert de la Banque africaine de développement. Je peux vous donner beaucoup de pays qui ont su remonter ces grands défis. Et voilà. Donc on s'attend à ça, que fini le temps de division, fini le temps de manipulation ou des intrigues politiciennes, et voilà, mettre même les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Ça aussi, c'est la conséquence de ça. Voilà. Donc, je touche cet aspect de la réforme de l'administration, parce que c'est une administration qu'on peut dire pourrie, où aujourd'hui, politisée qu'elle est, les gens doivent leur position, pas simplement parce que c'est bon, se mouiller la main dans des trucs politiques, et pour ça encore avec des ressources publiques. Donc il faut arrêter ça. Une administration est au service du développement, et que ce soit les meilleurs qui soient à la place qu'il faut. Ça, si ça se fait, je crois que ça peut diminuer les frustrations et ça peut aussi même concourir à la consolidation de la paix. Le dernier volet, qui n'est pas le moindre, c'est la question de la justice. Vous savez, la question de la justice en Guinée aujourd'hui, les gens, quand ils ne sont pas victimes, ils pensent que ce n'est pas un problème, une problématique même à mettre sur la table. Mais c'est aujourd'hui le plus gros fléau qui plombe aujourd'hui cette stabilité-là. Les gens sont souvent même obligés de se rendre justice. La corruption au niveau des magistrats ou même de l'administration, ça fait qu'aujourd'hui vous avez un problème, si petit soit-il, vous comptez sur vos administrateurs pour régler, vous vous rendez compte que vous-même vous devez être anarqué sur toute la ligne. Je crois qu'il faut que le droit soit dit, il faut que la justice sévisse et qu'elle soit là pour tout le monde. Docteur Ousmane Doré, si aujourd'hui on vous appelait à un poste, quelle allait être votre réaction? Parce que votre nom circule quand même sur plusieurs terres. Écoutez, moi, je pense que nous sommes aussi dans un pays de rumeurs. Moi, je suis ici, après cette compétition, je me suis tenu tranquillement ici. J'ai demandé à mes militants de prendre un petit congé politique, nous permettant de réfléchir sur la relance de nos activités après les fêtes. Et donc, je ne suis quasiment pas trop en contact avec les gens pour savoir même ce qui s'est dit dans la cité. Ceci dit, voilà, vous êtes toujours dans le conditionnel. Vous savez, on peut, dans le conditionnel, vous pouvez dire, et si demain vous sortez, monsieur le ministre, une moto vous cogne ici, et si le ciel tombait demain ici, le conditionnel, on peut en parler. Mais ce que je voudrais vous dire sur ça, quand le chef de l'État a fait cet appel pour ce qu'il a appelé la main tendue, moi j'ai lu ça, un seul message. Malheureusement, au niveau de la presse, ils ont dit autrement. La façon dont j'ai lu ça, c'est de dire, voilà, il y a un besoin ardent et, je vais dire pressant, de regrouper les Guinéens. Ceux qui ont voté pour Mao, ceux qui n'ont pas voté pour Mao, on se retrouve
on s'est dit quelle est la marche sûr pour cette nation, où on veut aller. Est-ce qu'on doit continuer dans les bagarres où les Guinéens perdent leur vie, ceci, cela. Ça, j'appelle ça la mentalité. Mais, à mon grand étonnement, quand je suis sur le plateau, on me dit, oui, est-ce que vous prenez la main tendue là, ça veut dire que vous allez accepter tel poste. Ça ne peut pas se résumer à ça. Votre première question portait sur ce que j'ai fait quand j'étais ministre ici. Ben, écoutez, je suis venu ministre, j'ai travaillé ici, j'ai été décoré ici même de la plus haute distinction honorifique du pays. Mais est-ce que ça a réglé les problèmes de la Guinée? Malgré tout ce que nous avons fait pour établir les agrégats, le cadre macroéconomique, on a eu le financement et tout, l'inflation a été contenue, la croissance est répartie, la banque centrale a été renflouée, mais la Guinée a continué avec ses problèmes. Donc il y a beaucoup plus derrière les problèmes que nous avons en face de nous que les questions de qui va être là, qui va être là. En tout état de cause, de quoi il sera question lorsque il va faire cette main tendue, qui va mettre les Guinéens dans le cadre d'une réflexion pour l'avenir du pays. Il va être question après de dire, mais comment on va marcher maintenant, on va mettre en œuvre notre programme. On a nos routes à faire, on a notre agriculture à faire relancer. Les mines aujourd'hui, les grands contrats, on veut lancer Simandou. Il y a ceci, il y a cela, l'énergie, l'eau, comment on peut... Quand il s'agit de mettre ça en œuvre, celui dont le projet de société est sur la table, ce n'est pas mon projet. Vous avez dit, les gens ont refusé. Moi, ils n'ont pas refusé, ils n'ont pas sanctionné. Mais ce n'est pas moi qui ai été élu. Donc, ce n'est pas mon projet de société qui vaille. Donc, le projet de société de celui qui a gagné va être celui-là qui doit être mis en œuvre. Il lui appartiendra à cette personne, à ces gagnants, de tirer maintenant dans l'état d'une Guinée rassemblée maintenant, des compétences qu'il faille. Dire, bon, je crois que lui, il est de l'UFDG, mais c'est un cadre hautement qualifié. Bon, lui, on me dit que c'est un gars... Voilà, c'est lui, parce que c'est lui qui sait comment, sur quelle expertise il veut compter pour mettre en œuvre son projet de société. Dans ces conditions-là, oui, vous comprendrez avec moi que tous les Guinéens qui ont accepté le cadre apaisé d'avancer, comme ça s'est fait dans n'importe quel pays, dans les pays, la nomination à un poste, ça n'a aucun effet. Parce que les gens savent que le pays est déjà sur une trajectoire où les gens, les filles sont unis. Et on prend les compétences. Voilà. Donc, c'est dans un contexte où il y a le chaos, il y a la crise, on fait le népotisme, que les nominations sont suivies comme si c'est ce qui est la panacée de tout. Voilà, il faut qu'on sorte de ça. Lorsqu'il y a ce cadre apaisé, on sait que la Guinée évolue. La Guinée a compris que dans les conditions que nous avons là, on ne peut qu'accentuer la misère, la fuite des enfants vers l'aventure et tout ça. Si on comprend tout ça, tous les Guinéens ont vu ces messages-là, on n'est plus en train d'aller dans la rue pour revendiquer, il y a les institutions, on peut faire des débats parlementaires ici et là. Dans ces conditions, si on te nomme Isidore comme ministre de la Communication, mais à quoi les gens vont... On dit, ah oui, il est bon, on le connaît. Le pays avance. Ce n'est pas une question de personne maintenant, c'est une question de dire on cherche les compétences. Dans ces conditions, tout Guinéen, bien entendu, va accepter d'être là pour le devoir patriotique qui est de faire avancer la nation. Il faut comprendre la main tendue du chef de l'État comme une main qui appelle tous ceux qui voudront participer au développement du pays d'une façon ou d'une autre avec leurs compétences. Alors, puisqu'on parle de compétences, et vous êtes économiste de renommée, aujourd'hui, la Guinée, économiquement, quelle lecture faites-vous de l'économie guinéenne? Parce que récemment, on a vu que les institutions internationales ont apprécié le programme guinéen et ils ont réitéré leur ambition d'accompagner la Guinée. Économiste de votre État, qu'en dites-vous et comment comptez-vous apporter aussi votre expertise dans ce domaine-là? Oui, le programme, il peut être bien sur les rails, ce qui est d'ailleurs souvent le cas, puisque c'est suivi par les institutions, c'est se baser sur des indicateurs macroéconomiques, c'est ce qu'on appelle les critères quantitatifs, qu'ils mettent soit sur les réserves de la Banque centrale, le niveau du déficit budgétaire, des choses comme ça. Donc oui, le programme a été salué, mais ça ne dit pas grand-chose sur la santé économique et financière du pays. En quelque sorte, nous savons
malgré cette appréciation du suivi du programme, on sait par exemple que les indicateurs économiques n'étaient pas tout à fait au niveau qui était escompté. La croissance a chuté parce que, bon, on peut expliquer aussi par la période de la Covid, l'inflation est répartie aussi, hein, dans les deux chiffres, j'ai suivi ces communiqués-là. Et vous avez les conditions aussi économiques sectorielles qu'on peut disséquer, qui aujourd'hui se caractérisent par une certaine faiblesse. Et donc les mines continuent d'être robustes parce que simplement les contrats miniers sont en train d'être exécutés. Ça n'a pas tellement subi l'effet des chocs exogènes. On continue d'exporter les bauxites et tout ça. Mais il y a que à l'intérieur, vous avez le secteur agricole qui aurait dû être un secteur qui tire la croissance. Mais aujourd'hui, à cause justement des défis infrastructurels que nous avons, vous ne pouvez pas vous attendre que les centres de production puissent acheminer les produits vers les centres de consommation. Ça fait que d'ailleurs les prix aussi ont pris un peu le relèvement que nous connaissons. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il est clair qu'il faut d'abord juguler les crises. On a une triple crise sous la main en ce moment. La crise sanitaire qui est encore là, la crise post-électorale, elle est encore là, puisque certains acteurs continuent d'appeler à manifestation, et voilà, avec ce que nous savons sont des conséquences. Et troisièmement, c'est la crise économique. Donc nous pensons qu'il est important d'abord que l'on essaie d'arriver à une situation de paix et de tranquillité. Parce que la relance économique va nécessiter des investissements. Pas à l'interne aussi seulement, il faut des investissements privés qui viendraient de l'extérieur. Un pays qui n'est pas stable ne peut pas attirer les investissements nécessaires pour relancer la croissance. Et sans compter, bien entendu, l'autre problème que vous savez, c'est la contre-performance des recettes fiscales. Aujourd'hui, dans le contexte guinéen, il y a un problème de liquidité qui est là, parce que les régies n'arrivent pas encore à arriver à même atteindre le niveau de projection de ressources qui était prévu dans le budget. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un appel à l'endroit des autorités, à l'endroit des politiques, et même au peuple de Guinée? Bon, l'appel, c'est toujours... Moi, je suis afro-optimiste. Hein. Je suis, en dépit de tout ce qu'on dit sur l'Afrique, en dépit de tout ce qu'on va dire sur la Guinée, je suis afro-guinéo-optimiste. Je pense que l'espoir doit être permis. Et c'est ce message que j'ai toujours lancé au peuple de Guinée. Vous savez, quand je venais ici, j'ai passé mon temps à travailler sur beaucoup d'économies à travers le monde. On me dit, bon, maintenant tu viens dans ton pays, est-ce que tu peux arriver dans ce pays et avoir une vie normale? Est-ce que tu penses que... J'ai dit, mais écoutez, c'est que je viens parce que je crois que mon pays a ce qu'il faut pour être au-dessus des nations là que je visite et que je crois sont en bonne posture. Donc, en ayant cela à l'esprit, il s'agit pour les uns et les autres, chacun en ce qui le concerne, de se dépasser. Nous sommes, on peut le dire, si vous voulez dire dans le trou, mais je vais dire dans une situation pas trop reluisante, mais moi je pense que si les Guinéens le veulent, et ça demande un leadership très renforcé, un leadership rassembleur, éclairé, visionnaire, transformateur, pour que les Guinéens, dans l'espace de quelques années, regardent dans le rétroviseur pour se dire, voilà d'où nous venons, voilà d'où l'on vient. Mais aujourd'hui, on est en train de se battre entre nous. Il y a même une culture de ce que nous appelons dans le jargon anglo-saxon zero-sum game, c'est-à-dire que ton gain signifie ma perte. Si je perds, c'est que toi, tu as gagné. Donc, on ne voit jamais une situation où tout le monde gagne. Dans ces conditions, on aime son prochain, on aime que son prochain arrive, parce que s'il monte, ça veut dire que je monte aussi.
Il faut tout ça dans une nation. C'est cet appel que je lance aux Guinéens, de laisser ton voisin, ce n'est pas ton ennemi. C'est pas les Guinéens, c'est-à-dire on ne peut réussir qu'ensemble. Et que donc ceux-là aussi qui ont la charge de destinée de ce pays-là, qu'ils fassent montre de plus de responsabilité, parce que ce n'est pas la Guinée d'aujourd'hui qu'on veut. Ma devise, ce que vous venez de dire, c'est agir pour demain. Les actes que nous posons aujourd'hui, c'est de léguer une Guinée prospère pour le futur. Agir pour demain, c'est le slogan de Dr Ousmane Doré qui nous a reçus ici dans son salon pour parler de tout, de l'avenir de la Guinée, de l'évolution du pays, mais aussi de son penchant pour une Guinée meilleure et prospère. Une fois encore, merci. Merci à Dr Ousmane Doré de nous avoir reçus. Merci Mamoudou Barry d'être avec moi sur ce plateau de Niba Web TV que nous allons animer tout le temps ensemble. Merci et à bientôt dans un autre numéro.